Veuillez répéter la première question et puis on abordera les questions suivantes pour la bonne compréhension de notre public et de nos téléspectateurs. Merci. Donc la première question est la suivante. Comment comptez-vous mettre en œuvre une croissance économique qui bénéficiera aux couches les plus vulnérables de notre société? Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Le programme Taxawu Thème, en ce qui concerne la croissance proposée, s'appuie sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est de faire des économies tirées de la gestion actuelle de l'État. Comme vous le savez, notre pays ploie sous le poids d'une superstructure institutionnelle peu efficace, peu efficiente, mais très dispendieuse. Notre objectif est de réduire cette superstructure institutionnelle à sa plus simple expression, en quoi faisant, supprimer des institutions budgétivores et qui sont d'une utilité marginale, c'est le Sénat, c'est la vice-présidence, c'est la taille très grande du gouvernement. Nous proposons de passer de 38 à 39 ministères à 20 ministères. Nous supprimons la plupart des postes de ministres conseillers qui sont logés à la présidence et qui sont tellement nombreux que certains de leurs titulaires n'ont même pas de bureau à la présidence et restent chez eux. Nous supprimons également les agences qui sont en fait des excroissances des ministères, mais au lieu d'être intégrées au ministère sous forme de direction, ont été créées de façon particulièrement obscure pour soi-disant être opérationnelles. Et vous le savez très bien, monsieur le professeur, que ces agences, pour la plupart, sont à la limite du rendement marginal. Ça, ce sont quelques exemples d'économie. Deuxième levier, c'est l'utilisation plus efficiente et maximale de nos ressources propres, qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse des phosphates, qu'il s'agisse de l'or, qu'il s'agisse des autres ressources naturelles dont aujourd'hui la gestion est opaque, particulièrement déficiente sur le plan de la transparence gouvernementale et qui, rassemblée, pourrait permettre de renforcer considérablement la capacité de booster le développement économique sous l'angle de la croissance pro-pauvre. Enfin, troisième levier, c'est de délibérément orienter l'action économique du gouvernement en direction du soulagement des populations les plus pauvres. En d'autres termes, à la place de dizaines de milliards consacrés à un monument dit de la Renaissance africaine, à la place de 53 milliards consacrés à un festival mondial des arts nègres, à la place d'un deuxième avion du président de la République, à la place de routes particulièrement coûteuses et limitées à une petite zone de Dakar, nous considérons que toutes ces ressources provenant de ces trois leviers devraient être orientées dans trois directions principales pour être pro-pauvres. 1. Il faut que le coût de la vie soit abaissé. Les produits de première nécessité ont un coût très élevé, en partie du fait des taxes et surtaxes gouvernementales. Nous envisageons de les réduire considérablement. Deuxièmement, nous pensons que l'éducation, la santé
sont des domaines prioritaires aujourd'hui complètement négligés. Il n'y a plus de santé à l'hôpital, même pour du coton, on vous donne une ordonnance. Il n'y a pas de soins de santé primaires véritables, gratuits. Il n'y a surtout pas de plateau technique valable et gratuit. La santé coûte excessivement cher, particulièrement pour les couches qui sont pauvres. Nous envisageons donc de rendre cette santé beaucoup plus accessible parce que gratuite, notamment pour les soins de santé primaire. Dans le même ordre d'idée, nous envisageons également de prendre des mesures considérables pour l'éducation. On dit qu'on a consacré 40% du budget à l'éducation. Il suffit de voir ce qui se passe. Quand les élèves et étudiants ne sont pas en grève, ce sont les professeurs qui sont en grève, ce sont les corps émergents qui sont en grève, ce sont d'autres employés qui sont en grève. Et pourquoi? Parce que des engagements du gouvernement n'ont pas été tenus, soit pour payer des salaires, soit pour payer des indemnités, soit pour faire des œuvres sociales. Nous considérons que pour être une croissance valable, la croissance doit aller vers le soulagement de la population. Sans parler de l'électricité et de l'eau, mais puisque nous sommes réduits par le temps, je m'arrête là. Maintenant, vous m'avez posé la question, comment concilier efficience et efficacité? Eh bien, et équité. Je vous donne la réponse de Barack Obama. Il vient de décider que pour faire de la croissance américaine un levier de développement, il faut qu'il taxe davantage les revenus des couches les plus favorisées et qu'il les utilise pour relancer l'emploi, mais également pour permettre aux plus pauvres de pouvoir accéder à un bien-être. Voilà très brièvement, puisque je ne sais pas de combien de minutes je dispose, voilà très brièvement, je suis prêt à rebondir si vous me posez une question de suivi. Oui, professeur Selwyn Sarr, je ne sais pas si vous voulez rebondir à ce que le candidat Ibrahim Fall a déjà dit, mais moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez chiffré les ressources que vous allez tirer de ces économies? Nous avions envisagé dans un premier temps de faire un chiffrement de l'ensemble de nos propositions. Nous y avons renoncé pour la raison très simple que nous pensons qu'avant de faire un chiffrement, il faut absolument savoir quel est l'état actuel de délabrement dans lequel nous allons hériter de ce pouvoir qui va finir dans quelques jours. Nous pensons, pour cette raison, qu'il faut un audit de l'ensemble de la gestion dans tous les secteurs de la vie nationale. Quand on a construit des routes avec 1 kilomètre de goudron à 10 milliards, quand au Maroc c'est 2 milliards et demi, en Tunisie c'est 1,8 milliard pour 1 kilomètre, il y a de quoi s'interroger sur les surplus. Voilà pourquoi nous considérons qu'il faut faire un audit. Vous connaissez la Sénélec, la manière dont entre 2002 et 2010, on a rompu le contrat avec la SAR, permis à la Sénélec de s'approvisionner directement, et les contrats tout à fait opaques qui ont été conclus, qui ont fait des bienheureux à raison de plus de 40 milliards par mois. Nous disons qu'il faut absolument faire un audit complet de tout ce qui a été fait pour savoir qui a fait quoi et qui a pris quoi. À partir de ce moment-là, nous serons en mesure de faire une véritable évaluation chiffrée. Professeur Selwyn Sarr. Je souhaite rebondir sur la croissance pro. Les mesures d'économie, bien qu'elles soient importantes, me semblent insuffisantes pour assurer une croissance pro-pauvre. En fait, la croissance pro-pauvre doit générer des ressources qui sont orientées vers les régions où habitent les populations, donc les plus démunies,
vers leurs sources de revenus. Et dans l'élaboration de cette croissance-là, les facteurs de production de ces populations-là, qui sont généralement donc le travail, doivent être affectés par ce genre de programme. Est-ce que vous y avez donc songé? Et j'aimerais aussi vous relancer sur la question agricole, donc la troisième. Comment comptiez-vous assurer une autosuffisance alimentaire, comme vous le promettez, dans votre programme économique? Merci, professeur. En ce qui concerne le développement régional, dans le cadre de la relance de l'économie, nous avons placé 2 facteurs clés. Le premier, c'est la décentralisation. On ne peut plus continuer à vivre dans un État où tout est centralisé au niveau de la capitale, où les régions sont créées de façon artificielle et électoraliste à l'occasion de tournées du chef de l'État. Nous disons qu'il faut revoir l'aménagement du territoire, créer des régions sur la base de facteurs à la fois culturels, humains, sociaux et par-dessus tout économiques. Il faut créer des pôles de développement régionaux de façon à retenir l'exode rural au niveau tout au plus des capitales régionales, et il faut donc une dynamique de relance de cette économie au niveau de chaque région. Nous avons des régions qui ont des dotations naturelles et jusqu'à présent, on n'a pas mis l'accent sur cela. Nous pensons qu'il est temps, dans le cadre d'un État toujours unitaire, de veiller à ce qu'il y ait un réaménagement territorial conséquent. J'ajoute, si vous me le permettez, que dans ce contexte-là, nous pensons que l'agriculture joue un rôle essentiel en matière de revenus, mais aussi en matière de développement au sens général du terme. Comment allons-nous, en matière d'agriculture, promouvoir l'autosuffisance alimentaire? Dans notre programme, nous concilions 2 facteurs, autosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire. En quoi faisant? D'abord, il faut réformer le volet de politique agricole relatif à l'arachide. En quoi faisant? D'abord au niveau de la production, ensuite au niveau de la commercialisation et enfin au niveau politique. Au niveau de la production, il faut avoir des semences de bonne qualité. Ce régime a détruit littéralement, et je parle sous le contrôle de scientifiques, le rôle que l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, a joué pendant longtemps, notamment en ce qui concerne s'assurer que les paysans aient des semences de bonne qualité. Sans semences de bonne qualité, il n'y a pas de place pour une récolte valable. Deuxièmement, il faut donner des intrants agricoles aux paysans, subventionnés et à temps. Vous le savez, cher professeur, l'hivernage qui vient de s'achever, à cause de cette politique d'improvisation et d'amateurisme, l'engrais est arrivé alors qu'on n'en avait plus besoin au niveau des paysans. Si bien que ceci conjugué, il est vrai avec une pluviométrie déficiente, explique les résultats catastrophiques de l'hivernage. Donc, des intrants agricoles en quantité et en qualité. Ça, c'est au niveau de la production. Au niveau de la commercialisation, premier élément, supprimer les intermédiaires qui, depuis l'avènement du régime libéral, se sont introduits entre les paysans et les usines. C'est ce qu'on appelle les opérateurs privés. Ces opérateurs sont censés acheter l'arachide des paysans dans son champ et le livrer à l'usine.
non seulement, généralement,